Les cimetières sont pleins d'excellents pilotes. C'est une expression très connue dans l'aviation et il y a différentes manières de la comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un accident qui a eu lieu aux États-Unis sur la base de Shepard le 13 mai 2024. Et le pilote qui ne va pas survivre à cet événement, c'était l'instructeur de l'année 2023. Un jeune pilote qui, juste après sa formation de pilote de combat, a été laissé dans le pipeline de formation, a eu une affectation pour instruire à son tour sur T6 Texan 2 la génération juste après, ce qui permet souvent à ces jeunes pilotes de prendre en maturité, de prendre en expérience avant d'avoir l'affectation de leur choix dans les forces. Ce que je vous propose avec cette vidéo, c'est de voir comment la routine peut tuer et comment des procédures qui ne sont pas assez claires, des procédures qui laissent la place à interprétation peuvent coûter la vie à des pilotes de combat. Notre avion du jour, c'est un T6A, le fameux Texan 2. C'est Raytheon qui nous fabrique ça, ça ressemble à un PC9. Et au niveau de la tenue, de l'équipement, du harnais, eh bien vous allez mettre un PCU 15P. Et avec ce harnais, vous allez directement vous brêler, vous accrocher au parachute et par-dessus, vous venez vous accrocher au siège. Le siège, vous connaissez, c'est un Martin Baker US-16LA. C'est une version quasi identique à celle du Rafale qui va fonctionner au sol à l'arrêt jusqu'au niveau 350 et de l'arrêt à 370 nœuds pour cet avion-là, pour le T6. Vous avez différentes options au niveau du siège éjectable. Vous pouvez lui demander d'être en forward, ça veut dire que si le pilote à l'avant tire sur la poignée, les deux sièges partent, parfait quand vous emmenez un passager en place arrière. En both, comme dans Top Gun, quand Goose tire la poignée d'éjection, tout le monde sort, ou alors en solo, chacun son siège. Ces sièges-là sont protégés par une goupille de sécurité qui vient se mettre entre les cuisses au niveau de la poignée basse. Exit les vieux sièges comme j'ai pu connaître en super étendard, où vous aviez la poignée haute, la poignée basse et 6 goupilles à mettre. Là, c'est une seule goupille, mais encore faut-il bien la mettre. Notre vol a lieu dans le cadre de l'école de l'OTAN. Pour être précis, sous la juridiction de l'AETC, l'Education Training Command. Ça a été créé à San Antonio, au Texas, en 1942. Et vous avez la 19e Air Force qui a 19 lieux, accrochez-vous bien, 10 d'actives, 5 de la National Guard, 32 000 personnes sous son commandement. Et pour cette force d'entraînement de l'Air Force, 1350 aéronefs différents de 29 types. Il réalise près d'un demi-million d'heures de vol par an, soit 44% du volume des heures de vol de l'US Air Force. Ça vous donne une idée de l'importance du training common, comme on disait dans la Navy. Et vous avez la base de Shepard avec la 82e Training Wing où il y a 60 000 diplômés par an. Pourquoi? Parce qu'ils ne forment pas que des pilotes, ils forment également à l'aéromédecine, ils forment des mécaniciens, ils forment des pompiers, ils forment de tout. Et quand on descend encore un petit peu, vous avez la 80e Flying Training Wing qui accueille le ENJJT. C'est pas facile à dire, mais c'est le Euro NATO Joint Jet Pilot Training. Et si vous demandez d'où proviennent la plupart des pilotes de chasse européens, eh bien, c'est de là-bas. Avec un programme de 55 semaines, ils ont 201 T6, ils ont également des T38C, 1200 personnes qui travaillent pour ça. Et vous avez le 89e escadron avec 60 instructeurs, 13 pays de l'OTAN qui envoient 100 élèves et 24 instructeurs en gros par an. Et cette unité-là, avec ses 38 T8A, fait 12 000 vols, 16 000 heures de vol par an. Donc on a vu le trait macro, un demi-million d'heures de vol, et là on a l'unité du jour,
la 89e FTS qui fait partie de l'Euro NATO Joint Jet Pilot Training, où les élèves vont faire du T6 et après du T38. Et ce jour-là, notre élève en classe avant, il est justement un élève international. Il doit faire un vol solo en patrouille dans une MOA, une Military Operating Area. Or, problème, la météo n'est pas compatible avec son vol solo. Donc il va falloir rajouter un instructeur en place arrière pour l'accompagner. Et c'est donc à notre capitaine du jour qu'on va proposer de faire une deuxième mission. Il est arrivé le matin à 6h30, il a déjà fait un vol d'instruction et là on lui propose de monter à bord. Les élèves n'ont pas le droit d'enchaîner deux vols s'il n'y a pas 3h30 minimum entre deux décollages. Pour les instructeurs, il n'y a rien de marqué, mais ça va lui faire 4h15 entre ces deux décollages, donc il n'y a aucun souci d'un point de vue sécurité. Leur call sign sera Flame 22, Flame 22. Le briefing est à 11h local, notre instructeur est arrivé à 6h30, à Bravo, moins 1h15, heure de décollage, moins 1h15. Il regarde d'un point de vue ORM, d'un point de vue Operational Risk Management, s'il y a des soucis particuliers, s'il y a un danger particulier pour ce vol, et il est jugé comme un vol peu dangereux, avec un score de 23, il faut être à 30 pour passer dans un danger moyen. Et plus vous montez en termes de danger, plus vous devez avoir une autorisation par une autorité. Donc là, il n'y a aucun souci pour faire le vol. Le vol va être assez simple en termes de patrouille. D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on fait sur le bassin d'Arcachon avec nos ULM. Ça va être de la patrouille serrée, ça peut être de l'éclatement, du rassemblement. Et après, ils vont faire également du vol en poursuite. Le vol va se passer de manière totalement nominale et à l'intérieur de la zone d'entraînement, les avions vont se séparer. L'avion va revenir, va faire un touch and go et ensuite va rouler vers le parking. Le roulage a lieu à environ 15 nœuds, on est sur du 25 km/h, et notre instructeur en place arrière va commencer à se débrêler. Lors de la checklist, ils font ce qu'on appelle du challenge and response. Après l'atterrissage, l'élève va poser des questions en adéquation avec sa checklist, et l'instructeur à l'arrière va répondre. Donc par exemple, il y a safety pin, et quand on te dit safety pin, tu prends ta petite goupille de sécurité, tu viens la mettre, ce qui va bloquer la poignée d'éjection, vous ne pouvez plus tirer la poignée d'éjection. Et c'est un des items qu'il faut collationner à voix haute. Donc notre instructeur vient mettre sa safety pin, ou en tout cas c'est ce qu'il croit, car elle ne sera pas bien enclenchée. Ensuite, avec ce siège MK16, pour en avoir fait pas mal en rafale, eh bien vous êtes accroché de différentes manières. Vous avez des rappels de bras et des rappels de jambes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous éjectez, par exemple la place avant tire la poignée, vous sortez. Plutôt que d'avoir les bras comme ça et vous retrouver écartelés, les bras vont être ramenés à l'intérieur par des rappels de jambes, des sortes de cordelettes, et vos jambes pareil. Ce qui veut donc dire que vous devez retirer au niveau des tibias, au niveau des jambes, ces fameux rappels pour pouvoir sortir de l'avion derrière. Et ce qui va se passer, c'est que notre instructeur, pendant le roulage, une fois qu'ils ont fait la checklist, va commencer à se débrêler, va se pencher vers l'avant, va vouloir, on croisait avec les mains comme ça, va vouloir retirer ses rappels de jambes et au moment de se redresser, eh bien son harnais central en forme de V va se prendre dans la poignée d'éjection. Et au moment où il va se relever comme ça va tirer la poignée d'éjection et le siège va décoller. Notre instructeur se retrouve propulsé vers le haut sur une sorte d'explosif qui monte à 100 pieds, qui monte à 30 mètres. Il reste assis sur le siège jusqu'en haut, mais il n'est plus brêlé, il n'est plus attaché. Il n'est plus attaché au parachute. Il va se retrouver à chuter tête en avant directement dans un abri pour avion, un abri anti-soleil pour avion. Il va chuter tête et buste le premier et finir à plus de 80 mètres de l'avion. L'élève de son côté va arrêter l'avion et du personnel va essayer de faire les premiers secours sur notre malheureux instructeur. Cet événement arrive à 13h53. À 13h58, il y a le premier appel pour préciser qu'il y a une urgence. À 14h01, l'ambulance est prévenue. Elle arrivera sur place à 14h22, près de 30 minutes plus tard. 11 minutes plus tard, elle partira avec le capitaine pour finalement mettre 10 minutes à rejoindre l'hôpital. Elle aura perdu 4 minutes 35 parce que son escorte va se tromper et ils vont prendre un mauvais virage et vont se perdre un petit peu sur la base avant de rejoindre le capitaine. Il faisait jour, les conditions météo étaient quand même correctes et au final, le capitaine sera inhumé au cimetière de l'Académie de l'armée de l'air américaine. Il était instructeur depuis 1 an et 9 mois. Comme je vous l'ai dit en introduction, avait été nommé le meilleur instructeur de son unité l'année précédente.
volait dans la Civil Air Patrol, faisait du planeur, avait ses qualifications civiles, notamment instructeur et instructeur aux instruments. Il avait 720 heures de T6, 567 heures comme instructeur, il avait pas mal volé sans que ce soit trop fatigant ces derniers temps, avec 38 heures et 25 vols dans les 30 derniers jours et 130 heures et 86 vols dans les 90 derniers jours. Ce que l'US Air Force va mettre en avant, c'est le danger de 1. L'inintention, 2. Des procédures non suivies correctement, et là ce qu'ils veulent dire c'est la goupille mal enfoncée, goupille mal enfoncée qui est un problème récurrent connu sur cet aéronef, notamment sur ce siège éjectable, car d'autres instructeurs ont déjà vu des élèves mal enfoncer la goupille. Donc si vous faites du siège éjectable, attention à cette goupille. J'avais été malheureusement sensibilisé sur Super Étendard parce que nous avions perdu un mécanicien qui intervenait de nuit sur un de nos sièges éjectables. Une goupille mal enfoncée, votre siège, c'est une fusée, c'est une arme, c'est un véritable danger. À la 11e flottille de chasse, ça nous avait coûté la vie de mécanicien. Mais après, derrière, encore une fois, l'objectif de ces enquêtes n'est pas que de dire c'est la faute du pilote, c'est lui qui a tiré sur la poignée, c'est de remonter un petit peu et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais. Et là, l'US Air Force s'est rendu compte que la pratique du débrayage n'était pas très bien cadrée, n'était pas très claire. Ce n'était pas marqué clairement dans la checklist qu'il fallait attendre d'être de retour au parking pour pouvoir se débrayer. Et chez les instructeurs, c'était une pratique courante que de se débrayer au roulage. Je fais ma formation dans la Navy, T34, T45, je me rappelle très bien avoir mes instructeurs qui se débrayaient au roulage. Nous, en tant qu'élèves, on attendait d'être arrêtés, mais les instructeurs se débrayaient au roulage n'était pas interdit. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une pratique courante, plutôt réservée à l'encadrement, il n'y a pas forcément eu beaucoup de réflexion et ce danger d'avoir la boucle qui vient se mettre dans la poignée d'éjection n'avait jamais été identifié. Et ce jour-là, comme toujours dans les accidents, c'est une succession d'événements qui va vous amener à la tragédie. Si la goupille avait été bien enfoncée, on ne serait pas en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Mais si vous faites de l'aviation légère, du Cirrus, du FK9, du Pioneer 200, si vous venez voler avec nous, vous verrez, nous avons également un parachute de sécurité et nous avons une goupille. Et il faut faire extrêmement attention et typiquement sur nos ULM, on vient mettre la goupille de sécurité avant de sortir de l'avion, avant de se débrayer. Pourquoi? Eh bien, de peur, surtout sur le Pioneer 200, qu'en sortant, avec le genou, on vienne percuter le parachute, on vienne le mettre à feu. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que dans le monde ultra cadré de l'aviation, on voit bien que c'est le tout petit talon d'Achille non cadré qui a tué cet instructeur, qui n'a pas fait de faute, qui n'a pas fait de transgression volontaire, qui n'a fait que reproduire le schéma qui était vu comme la norme et non transgressif par sa population d'instructeurs. Et j'espère que son accident et cette vidéo vous permettront de toujours faire extrêmement attention à votre braillage, à vos goupilles de sécurité. Et oui, quand il arrivait au travail le matin, il n'était pas censé faire ce vol. C'est à cause de la météo qu'il a dû monter à bord. Les accidents sont toujours dus à un enchaînement de facteurs. Je vous dis à très vite sur le bassin d'Arcachon, soit pour nos stages standards où on parle de théorie, on fait de la simulation pour vous permettre d'être un meilleur aviateur, soit pour des stages vol en patrouille, ou sinon contactez-nous directement, venez faire un vol en baptême, on est ouvert. Alors pas tout l'été, mais presque. Vous avez toutes les infos et vous pouvez réserver sur le lien juste en dessous. Sinon, on se voit à la rentrée pour une formation, pourquoi pas sur la sécurité ou sur le followership dans votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter. Fly safe.